Bienvenue donc à l'émission Érable en bref. Eh bien, aujourd'hui, nous recevons nul autre que Éric Lefebvre. Éric Lefebvre, qui est député d'Arthabasca, mais également whip en chef du côté donc de la CAQ. Alors, Éric Lefebvre, bonjour, Éric. Bonjour Lydia. Comment ça va, Éric Lefebvre? Parce qu'en temps de COVID, la politique, etc., parce que vous êtes un humain aussi avant tout, Éric Lefebvre. J'ai Ben hâte écoute, d'entendre votre réponse. oui, écoute, tu sais, ça fait déjà, on arrive pratiquement à un an là, du début de cette, je dirais, foutue COVID-là. Puis ça a été une année vraiment là, rocambolesque. Il faut savoir ici, dans mon rôle, là, je suis à Québec, même si on ne siège pas présentement, dans mon rôle de whip en chef, on a été un peu le point central là, de tous mes collègues pour toutes les questions qui arrivaient d'un peu partout au Québec. Puis j'avais mes gens à la recherche qui donnaient les réponses. Alors, j'avais une équipe en place, là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre aux différentes questions. Alors, ça a été une grosse année. Puis, tu sais, Lydia, si on fait un travail comme le tien, comme le mien, où est-ce qu'on fait un travail comme celui-là, c'est parce qu'on aime les gens. On aime le contact avec les gens, on aime voir les gens dans le cadre de notre travail. Bien là, ça me manque beaucoup. Une fois que j'ai dit ça, je dois t'avouer que je suis très encouragé. Très encouragé qu'on est à la sortie de cette pandémie-là. On a là, les vaccins qui arrivent de façon beaucoup plus importante. Alors, à partir du moment où nos personnes âgées vont être vaccinées, notre personnel soignant, les premiers intervenants, ben moi, je pense que graduellement, là, on va pouvoir revenir là, à une vie qui semble un peu plus normale. On va faire une rétrospective, vu que vous l'avez vous-même annoncé. J'ai l'impression que ça va bien aller. Alors, justement, partons de ce fameux mouvement, ça va bien aller. Vous avez été très près des gens aussi avec ce mouvement-là, Éric Lefebvre. Racontez-nous un peu votre histoire, une rétrospective. Ben, quand on a appris l'arrivée de la COVID-19, on est parti au gouvernement, dans le fond, avec un livre blanc. Hein. On est parti avec une page blanche et tout était à bâtir, comme je vous disais. Et je dois vous avouer là, que là, les gens vont... C'est sans partisanerie, là. On est privilégié d'avoir un homme comme M. Legault à la tête du Québec présentement qui travaille 7 jours sur 7. Je vous dirais qu'il doit dormir 3-4 heures par jour. Et il se remet aussi en question par rapport aux décisions pour être sûr de prendre les bonnes. Il consulte naturellement le Conseil des ministres, il consulte les députés, consulte son entourage, consulte naturellement la santé publique. Alors, c'est un travail qui est colossal. Et je suis vraiment impressionné qu'il ait pu tenir le fort comme ça, 7 jours sur 7 là, pendant une année complète. Mais M. Legault aime tellement les Québécois, les Québécoises, le Québec. C'est un homme de grand cœur, puis je me considère très privilégié d'être à ses côtés. Et une fois que je vous ai dit ça, ben là, tout a été à mettre en place. Comme je vous disais, le cabinet du WHIP ici à Québec, moi, j'ai une vingtaine de personnes à l'intérieur de mon cabinet. Puis, on s'occupe principalement là, de tous les députés, à part le Conseil des ministres. Donc, je m'occupe des 50 collègues. On s'assure par rapport aux communications dans leur comté, les bureaux de comté. Bon, on est un gros bureau de ressources humaines, dans le fond. Et ben là, notre rôle a été un peu modifié où on a dû justement recevoir l'ensemble des questions des collègues, des bureaux de circonscription. Alors, avec mon équipe, ben on a divisé mon équipe dans les différentes forces de tous et chacun avec les différents ministères pour être en mesure de donner les réponses là, aux citoyens et citoyennes du Québec. Alors, ça a été un travail colossal, mais je suis très fier de mon équipe qui a travaillé, comme je vous dis, 7 jours sur 7. Là, et on était comme à la guerre. Hein? C'était spécial. Vos interventions pendant l'année du côté de l'Assemblée nationale ont été quand même très percutantes. Et même, j'écoutais tout à l'heure les fameuses vidéos. J'ai eu une petite larme à l'œil également. Là. Alors, allez-y avec ces différentes interventions-là qui ont été quand même importantes en temps de COVID aussi.
Oui, bien, j'ai Alain Bergeron, par exemple. Alain Bergeron, un auteur important de la région qui avait fait son 300e livre qui a été publié dans une panoplie de langues. Alors, c'est une grande fierté pour la région et je lui ai remis la médaille de l'Assemblée nationale avec beaucoup de fierté et d'intérêt et de voir Alain Bergeron ému et pour voir pour lui comme un accomplissement avec cette médaille de l'Assemblée nationale-là. Alors, pour moi, ça a été un beau moment là, dans ma déclaration de député. Nous poursuivons avec M. le député d'Arthabasca. Merci, M. le Président. C'est dans Arthabasca-l'Érable qui est né le 24 septembre 1957, plus précisément à Plessisville, l'un des auteurs jeunesse les plus populaires au monde. Alain M. Bergeron publie sa première œuvre littéraire en 1997. En 2005, il décide de se consacrer entièrement à son art, l'écriture jeunesse. Cet automne, il a présenté en librairie son 300e livre, Les Koalas, dans sa série « Savais-tu ». Depuis ses débuts, ses livres ont été traduits en plusieurs langues, dont l'anglais, l'espagnol, le japonais, le suédois, le turc, le coréen et le néerlandais. Comme vous pouvez le constater, son succès est international. C'est donc avec honneur et émotion et fierté que je lui octroie aujourd'hui la plus haute reconnaissance qu'il m'est permis de remettre en tant que député, soit la médaille de l'Assemblée nationale. Monsieur Alain M. Bergeron, merci de transmettre depuis 1997 la passion de la lecture à la jeunesse avec vos 300 publications. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député. Il y a eu également ma déclaration là, par rapport à Romain Giguère, le jeune homme atteint de leucémie. Je me suis fait raser les cheveux là, juste avant la déclaration ici à l'Assemblée nationale. Et je suis très, très fier de pouvoir dire qu'avec l'ensemble des collègues élus de l'Assemblée nationale, de tous partis confondus, j'ai pu remettre 30 000 $ à l'UQAM. Alors, ça a été un beau moment, ça aussi. Puis, c'est des moments qui nous permettent d'aller au-delà de la partisanerie. Je cède la parole à M. le député d'Arthabasca. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ce n'est pas un nouveau look pour moi ce matin, mais c'est plutôt un message d'appui inconditionnel à un jeune homme de 16 ans de mon comté, Romain Giguère, qui livre un combat contre la leucémie. Romain a réussi à rassembler toute une communauté derrière lui. Grâce à Roch Tourigny et Solidarité Jeunesse, une journée d'appui à Romain a été organisée le 14 décembre prochain. Le député fédéral Alain Reyes, le maire André Bellavance, des professeurs, des étudiants et même le curé vont se faire raser les cheveux en appui à Romain. De mon côté, j'ai sollicité l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale pour amasser de l'argent pour le camp. Monsieur le Président, je ne peux vous dévoiler le montant présentement car je vais le faire lors de la journée pour Romain. Mais les députés de partout au Québec ont été très généreux et appuient Romain dans son combat. Romain, lâche pas, je suis avec toi, toute une région est avec toi et tout le Québec t'appuie. Tu vas gagner ton combat. Bravo! On dirait que c'était plus fort, hein, au-delà de la partisanerie dans ce temps de pandémie. Là, on dirait qu'il y a comme des liens qui se sont créés entre différents partis. Ça, on ne se trompe pas là, de ce côté-là. Là. Non, du tout. Puis, tu sais, tantôt, j'ai fait la parallèle avec la guerre, là. Mais on allait vraiment à la guerre contre la COVID-19. C'est les vies humaines. La première chose qu'on voulait sauver, ce sont des vies humaines. Et quand on est rendu à parler de vies humaines comme une pandémie comme celle-là, ben là, la partisanerie n'a vraiment plus sa place. Et le premier ministre s'assurait d'avoir des rencontres avec les 3 chefs des oppositions à toutes les semaines. On avait 2 caucus par semaine. On avait 2 caucus également ministériels. Alors, les rencontres étaient très importantes pour s'assurer qu'on tire toutes dans la même direction pour passer à travers ça. Les grandes annonces qui ont été réalisées là, en temps de COVID, là, est-ce que vous pouvez quand même nous en nommer quelques-unes? Là? Oui, bien, il y a plusieurs choses qui ont été très importantes là, du côté de la région ici. Tout d'abord,
on va avoir le privilège d'avoir une des premières maisons des aînés qui devrait être construite là, d'ici l'automne 2022, un projet de 41 millions de dollars. C'est 60 places pour les aînés et 12 places pour des adultes avec des besoins spécifiques. Alors, cette maison des aînés-là va être située à Victoriaville. On a remis à chacune des municipalités aussi un montant forfaitaire pour compenser un peu les dépenses supplémentaires que chaque municipalité a eu à avoir dû à cette COVID-19-là. Et pour les municipalités de la région d'Arthabasca-l'Érable, bien, ça représente un montant de 4,7 millions que j'ai annoncé à chacune des municipalités de la région. Alors ça, ce sont des annonces importantes. Au niveau des écoles, je suis très, très fier d'avoir annoncé 42 millions en investissement d'amélioration de nos infrastructures scolaires dans le réseau scolaire d'Arthabasca-l'Érable. Un dossier qui est préoccupant là, pour plusieurs personnes, bien, on parle beaucoup d'Internet haute vitesse. C'est un dossier important. Région branchée, j'ai annoncé 2500 foyers là, dans Arthabasca-l'Érable qui vont avoir un service Internet de haute qualité. Et l'objectif pour Internet, c'est d'avoir tous les foyers québécois branchés à Internet haute vitesse d'ici l'automne 2022. Bien, souvent, quand on parle de dossiers également qui est important dans les régions, bien, c'est tous les réseaux routiers. Alors, il y a eu des investissements là, importants. Là, on parle de 22 millions là, au niveau de l'amélioration des réseaux routiers et verser un 4 millions supplémentaires pour des réseaux locaux. Tantôt, Lydia, tu me disais, oui. Est-ce que vous avez pu quand même continuer les engagements, les promesses que vous aviez faites? Bien, une qu'on avait faite, c'était de remettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois et Québécoises. Et un des engagements qu'on avait fait, c'était la baisse du taux de taxe scolaire qui était ici dans le comté d'Arthabasca-l'Érable à 30 sous du 100 $ d'évaluation. Et là, on l'a uniformisé à la grandeur du Québec, au taux le plus bas, à 10 sous du 100 $ d'évaluation. Ça veut dire que quelqu'un qui payait 300 $ de taxes scolaires, maintenant paye 100 $ de taxes scolaires. Quelqu'un qui en payait 600 $ de taxes scolaires paye maintenant 200 $ de taxes scolaires. Alors, ce sont des sommes qui sont directement dans les poches des gens du comté. Alors, ça aussi, j'en suis bien fier. Et le projet majeur là, au niveau des infrastructures qu'on n'a pas vu dans les 100 dernières années et qu'on ne verra probablement pas dans les 100 prochaines, bien, c'est le projet d'au-delà de 200 millions au niveau de la réfection de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Et j'en suis très fier, ça l'avance rondement au niveau des plans et devis. Et le projet de loi 66 qu'on a mis en place permet d'accélérer des projets d'infrastructure majeurs comme celui-là. Alors, moi, je suis toujours un projet comme celui-là, là, 200 millions, mais là, on parle seulement du bâtiment. Mais après ça, tu sais, les restaurateurs auto, les épiceries, les postes à essence, ces gens-là qui vont graviter pendant quelques années à aller travailler là, dépensent de l'argent dans notre région, dans notre communauté. Alors, ça, c'est excellent. Puis l'autre chose, c'est à partir du moment où on a un hôpital qui est classé 4-5 étoiles, bien, pour aller chercher des professionnels de la santé, bien là, on va avoir un pouvoir qui est attractif pour avoir des professionnels de la santé. À partir du moment où on a des professionnels de la santé avec un hôpital qui est 5 étoiles, bien naturellement, également pour les entrepreneurs, les PME, pour être attractif également pour les employés. Alors, pour moi, là, c'est vraiment là, la pierre angulaire qui va nous aider au niveau du développement de la région. Là, parlons un peu du 10e anniversaire de la CAQ. La vraie date, ce sera le 14 novembre 2021. C'est bien ça, Éric? Oui, oui. 10e anniversaire de la CAQ, écoutez, un projet qui est parti de François Legault avec M. Sirois et une quinzaine de personnes qui avaient signé là, la lettre au tout début et avec un objectif justement d'amener cette troisième voie-là aux Québécois, aux Québécoises, parce qu'on avait tout le temps un seul débat au Québec lorsqu'on allait en campagne électorale, c'était est-ce qu'on veut se séparer du Canada ou on est souverainiste ou on est fédéraliste? C'est oui ou c'est non. C'était la seule question que les Québécois et Québécoises avaient à se poser. Ce que la CAQ a voulu faire en amenant cette troisième voie-là, c'est de dire, écoutez, c'est un Québec fort, mais à l'intérieur d'un Canada uni. Puis quand on dit un Québec fort, c'est qu'on veut que ce soit un Québec qui est nationaliste,
qu'on ait le plus d'indépendance possible par rapport à notre système de santé, par rapport aux redevances qu'on reçoit du niveau fédéral, de dire, bon, ben, on va recevoir nos redevances, mais on va les utiliser de la façon dont nous, on veut bien mettre nos priorités ici au Québec. Alors, ce nationalisme-là, naturellement, l'importance de la langue française, mon collègue Simon-Jolin Barrette va déposer un projet de loi important au niveau de la réforme de la loi 101. Et cette fierté-là d'être Québécois et Québécoises, on la sent. Et tu sais, Lydie, à travers des épreuves comme cette pandémie-là, il y a des valeurs qui reviennent. Hein? La solidarité, l'entraide. Puis cette fierté-là d'être Québécois et Québécoises, on sent là une fierté et un esprit d'entraide et de collaboration importante. C'est le temps si vous avez autre chose à rajouter là, en guise de conclusion. Bien, en conclusion, moi, je voudrais juste remercier honnêtement, sincèrement, tous les citoyens et citoyennes de la grande région d'Arthabasca-l'Érable. Tous les gens ont fait des efforts qui sont importants. Je sais que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile pour nos aînés qui ont été isolés. Je veux remercier les gens du personnel soignant de première ligne, autant dans les résidences que dans nos hôpitaux, dans les CHSLD, dans nos CLSC. Alors, je pense qu'on a fait un travail colossal et c'est important de remercier tous ces gens-là. Et encore une fois, je veux terminer sur un message d'espoir pour vous dire qu'on y arrive. Les vaccins arrivent en quantité. Alors, bientôt, on va pouvoir dire que ce cauchemar-là là, de COVID-19 va être derrière nous. Oui, parce que tout le monde, on ne pensait jamais vivre ça un jour non plus. Hein? Non, jamais, jamais. Non. On pensait que le phénomène de la grippe espagnole, là, finalement, c'était chose du passé. Alors, en tout cas, pour encourager les gens, est-ce que ça peut revenir, ce genre de pandémie? On ne le sait pas. Hein? Dans le fond, on est vraiment dans le néant. Hein? On ne le sait pas. On n'avait pas vu ça au cours des 100 dernières années. Alors, on ne le sait pas, mais on voit que, dans le fond, l'être humain peut être très fragile et la santé, c'est fragile. Alors, il faut profiter de chacun de nos instants. Puis lorsqu'on a la santé, on a vu des gens en pleine santé tomber au combat avec le COVID-19. Alors, c'est important de profiter de chaque jour qui passe puis de dire aux gens autour de nous qu'on apprécie, qu'on les aime, parce que, d'un fond, on ne sait pas, la vie peut être chamboulée du jour au lendemain. Voilà. Merci beaucoup, Éric Lefebvre, donc député d'Arthabasca, mais aussi whip du gouvernement. Voilà. Merci. Au revoir. Merci, Lydia.